Bien, Mesdames et Messieurs, nous allons nous entretenir, je vous le rappelle, pendant 3/4 d'heure. Pendant un quart d'heure, vous allez nous rappeler les grandes lignes de votre projet que nous connaissons, au vu des dossiers que vous avez déposés le 10 janvier. Et nous vous poserons ensuite un certain nombre de questions pendant une demi-heure pour vous demander des précisions sur tel ou tel aspect écrit ou oral. Je vous en prie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, donc nous avons le plaisir de vous présenter Cocagne, l'excellence française. Pour m'aider dans cette présentation, je suis accompagné de Karine, donc une présentatrice et productrice d'émissions talentueuses, et Alexandre, l'un des dirigeants de la société Mediaplace Partners. Alors malheureusement, notre 4e collègue n'a pas pu se joindre à nous pour des raisons médicales, et donc on prendra son relais pour les questions qui ont trait à tout ce qui est communication. Et pour ma part, je suis Julien, donc le gérant de Mediaplace Partners. Mediaplace, la structure Mediaplace Partners, le porteur du projet Cocagne, c'est un véritable laboratoire d'innovation audiovisuelle. C'est-à-dire que nous développons des projets particulièrement évolués dans tous les domaines en prenant en compte un certain nombre de choses, que ce soit la technique, l'éditorial, l'organisation ou le modèle économique. Et Cocagne, c'est l'un des projets qui sort tout droit de nos ateliers. Et compte tenu du délai, nous avons préféré privilégier la candidature de Cocagne plutôt que de présenter 2 dossiers au Conseil supérieur. Donc aujourd'hui, nous sommes particulièrement heureux de vous présenter Cocagne. Heureux et un petit peu triste d'être le seul projet, je dirais, à vraiment mettre en valeur l'excellence française. Parce que, effectivement, c'est la thématique de la chaîne. C'est-à-dire que nous sommes donnés pour mission de valoriser l'excellence sur plusieurs axes. Donc les arts, la haute technologie, la culture, l'art de vivre, l'agriculture, l'artisanat, la science, les industries et bien d'autres, comme vous pouvez l'imaginer. Donc il s'agit de mettre en valeur, partout en France, que ce soit en métropole, dans l'outre-mer, les savoir-faire, connus ou non, qui ont fait, font ou feront l'identité et la richesse de la France. Et bien entendu, dans cet aspect, nous voulons particulièrement valoriser le facteur humain, l'humain, qui sera au centre de la chaîne. L'idée est aussi, bien sûr, de s'appuyer sur les richesses que nous avons en France, aussi bien les richesses naturelles que les choses qui nous ont apporté une notoriété mondiale, le patrimoine et notre capacité d'innovation. Je laisse la parole à Karine et Alexandre pour vous présenter la programmation et l'économie de la chaîne. Messieurs, dames, bonjour. Donc, vous l'avez compris, le projet éditorial de la chaîne Cocagne, c'est donc d'intéresser le plus grand nombre de personnes en exploitant toutes les richesses de la France, en reprenant évidemment nos thèmes de prédilection dont vous a parlé Julien Dumont, en insistant bien sûr sur la diversité. Ça, c'est ce qui prime pour nous. Notre grille de programme est conçue comme celle des chaînes généralistes. Elle est dédiée à tous. Nous ciblons un public large, avec une thématique centrale restant l'excellence française. Dans cette grille, vous trouverez des magazines, des documentaires, des programmes pour la jeunesse. Nous avons également choisi un modèle de production qui propose aux réseaux audiovisuels régionaux de participer au projet. Je vous donne un exemple. Le journal télévisé de la chaîne se fera en partenariat avec les télévisions locales, avec un cahier des charges précis, parce que nous tenons à mettre en place une charte antenne reconnaissable par tous. De la même façon, nous travaillerons avec les sociétés de production existantes en région et nous misons bien évidemment sur la qualité des programmes avec 20 heures d'émissions fraîches par semaine. Pas de quantité, vraiment de la qualité. Pas de résultats approximatifs à l'antenne. Nous estimons que nous avons suffisamment dans toute la France des réalisateurs, des techniciens, des journalistes, des animateurs ayant un vrai savoir-faire pour les utiliser à bon escient. 2 autres exemples de programmes, des émissions de consommation vouées à informer, à aider le téléspectateur avec des préoccupations du quotidien. Nous aurons également des programmes présentant nos émissions avec le mode de rediffusion, très important pour que ce soit bien lisible pour le téléspectateur. Mais nous présenterons aussi les programmes des autres chaînes, parce que nous sommes une chaîne ouverte aux idées et aux futurs financiers. Alexandre ? Alors, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les conseillers, avant de rappeler notre modèle économique, je souhaite appuyer le fait, comme nous l'avons fait, que nous nous basons sur un mode gagnant-gagnant entre Cocagne et les téléspectateurs. Ce sont eux qui sont au cœur de nos échanges d'aujourd'hui
et c'est à eux que s'adresse la chaîne. Nous ferons de Cocagne un fleuron, une programmation de qualité avec des images en HD, et nous trouvons cela normal de permettre à tous d'investir sur la TNT, surtout sur un projet fort pour la France. Nous donnons donc aux particuliers et aux institutionnels la possibilité d'investir dans Cocagne. Ainsi, les 16 millions d'euros dont nous avons besoin seront levés grâce à l'ouverture de la société en bourse. Parce que nous ne souhaitons pas aussi décevoir les investisseurs, nous prévoyons de mettre un point d'orgue sur le contrôle de la gestion, car un euro investi dans Cocagne doit être un euro investi de manière pertinente et dans l'intérêt de tous. Le monde de la télévision souffre malheureusement parfois d'une image de dépensier. Nous n'en voulons pas. En ce qui concerne le modèle économique, nous tablons sur une part d'audience de 1,2% en année 5 et de ce fait, notre modèle de croissance se positionne sur cette projection. Dans le cadre de notre développement, nous ferons appel bien évidemment à la publicité et au parrainage. Cela se fera en termes de proportion à hauteur de 80% pour les revenus publicitaires classiques et 20% pour le parrainage. Nous prévoyons aussi d'autres sources de revenus en provenance de l'Internet et du mobile, mais ils restent sensiblement inférieurs aux premiers revenus dont je vous ai parlé. Notre objectif est aussi de créer de l'emploi. Non pas de transférer d'une structure à une autre, mais de créer de l'emploi véritable à travers l'équipe Cocagne, mais aussi toutes les structures partenaires, ainsi que chez tous ceux que nous présenterons dans nos programmes. Nous pensons qu'aujourd'hui Cocagne est une des seules chaînes à se présenter devant vous, qui permettent de générer des emplois aussi bien dans le monde audiovisuel que dans l'économie globale par le biais des emplois indirects. Comme vous avez pu le constater dans notre dossier, notre mode de fonctionnement, l'utilisation des innovations qui sont pour nous une obligation et pas simplement un vœu, et un budget cohérent avec nos projections, tout cela nous amène à des résultats positifs à partir de la troisième année d'exploitation. C'est pour nous le passage obligé pour réussir dans le cadre de ces 6 nouvelles fréquences. Je souhaiterais ajouter par la même occasion que notre mode de fonctionnement éditorial et économique, et plus précisément le choix de travailler de concert avec les chaînes locales, permet de pousser vers le haut ces acteurs du paysage audiovisuel français, qui pourraient souffrir, mine de rien, de ces 6 nouvelles fréquences en termes de revenus. Nous savons par ailleurs, et malheureusement, que certaines chaînes locales sont en redressement judiciaire, et nous avons engagé des discussions avec certaines d'entre elles, afin de savoir comment notre action pourrait leur être bénéfique. Cocagne s'inscrit donc dans une dynamique économique, culturelle, politique et sociale très forte. Enfin, il ne vous a pas échappé que l'excellence française était un thème au cœur de la campagne présidentielle. Nous nous sentions obligés, je dirais, d'informer les candidats à la présidentielle de notre action, de ce que nous voulions faire, de notre valeur ajoutée par rapport aux candidatures du CSA. Et nous avons effectivement reçu des marques de soutien qui viennent des différents camps. Ce qui nous interpelle, c'est-à-dire qu'on a bien conscience que c'est un enjeu qui va au-delà des clivages. C'est un enjeu qui n'est pas partisan. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Donc vous n'utilisez pas la totalité du temps que j'avais indiqué tout à l'heure. Vous n'en avez pas besoin. Non. Incidemment, je vous rappelle que vous pouvez écrire à toutes les personnalités politiques que vous voulez. C'est ici que ça se décide et pas ailleurs. Tout à fait. Alors, vous avez beaucoup parlé de la chaîne de l'excellence. Qu'est-ce que c'est que l'excellence ? L'excellence, c'est le terme générique qui nous permet de dire qu'on a énormément de richesses que l'on peut exploiter. Alors le terme Cocagne ne vous a pas échappé. L'excellence, c'est pas seulement vivre sur ses richesses et y consommer comme des cigales. Non, c'est pas ça l'excellence. Voilà, l'excellence, c'est de savoir valoriser toutes ces richesses, tout ce patrimoine, toute cette diversité, toute cette culture que nous avons. Et c'est ce que nous voulons faire sur notre antenne. Je suis désolé, mais ce n'est pas ça la définition de l'excellence. Alors, je voudrais savoir pourquoi vous dites cette chaîne sera une chaîne de l'excellence. Nous considérons que la n'a France rien à voir avec l'excellence. Tout à fait, tout à fait. Alors l'excellence, elle n'est pas, c'est pas l'excellence est accompagnée de française. Et ce que nous pensons, c'est qu'effectivement, la France a un certain nombre d'atouts qu'elle n'arrive pas à valoriser à l'international, notamment. Je faisais des bonds devant ma télé dimanche soir, par exemple.
Il y avait l'émission Capital, où on nous a fait l'éloge des stylos Stabilo, du modèle économique allemand, etc., en nous expliquant que les ouvriers étaient vachement plus flexibles, ouverts, sympas en Allemagne, que les patrons étaient tous des philanthropes et que le modèle allemand était merveilleux. Or, en papeterie, puisque c'est le domaine où excelle Stabilo, il me semble qu'on a aussi des réussites françaises, où la France excelle. Et c'est ça que nous voulons mettre en valeur. C'est-à-dire, je ne comprends pas qu'on n'ait pas parlé sur cette antenne de marques comme Canson, par exemple. Canson, c'est du papier depuis 1557. Vous savez, c'est l'histoire aussi de la montgolfière, le papier Canson. C'est toute une histoire culturelle que malheureusement on n'arrive plus à s'approprier. Et moi, j'aimerais qu'on m'explique l'histoire de Canson. Dans d'autres domaines, on a aussi la société Maped, qui est une véritable réussite économique. C'est-à-dire qu'ils ont multiplié par 20 leur chiffre d'affaires en 20 ans. Ils sont numéro 1 du compas. C'est-à-dire que les écoliers, quand ils partent à l'école avec leur compas, où que ce soit dans le monde, la plupart, puisque c'est le numéro 1 mondial, ont des compas Maped. Ça paraît anodin, mais on ne connaît pas ces sociétés. Et puis bien sûr, il y a des réussites. Quand je regardais cette émission sur Stabilo, j'avais quelque chose d'intéressant, c'est les stylos Bic. C'est-à-dire que Stabilo, c'est 4 bouts de plastique qu'on assemble ensemble. Un Bic, il y a une certaine complexité, et c'est quelque chose d'assez extraordinaire en termes de complexité. Et le 4 couleurs, je ne crois pas qu'il y ait un écolier dans le monde qui n'ait pas utilisé un 4 couleurs à un moment. Et ça, c'est une véritable réussite française. D'ailleurs, il y a marqué Made in France, en l'occurrence. Et donc, c'est cette valeur d'excellence française que nous voulons mettre à l'antenne. Vous avez évoqué une introduction en bourse, ce qui est effectivement mentionné dans votre dossier. Vous avez bon espoir de lever facilement 15 millions d'euros sur la base de ce que vous nous avez exposé par écrit et de ce que vous allez nous exposer dans cette audition. 15 millions d'euros, c'est 100 millions de francs, ce qu'on a parfois tendance un peu à oublier. Tout à fait, pour plusieurs raisons. Donc la première, c'est parce que nous pensons qu'une chaîne sur l'excellence française qui aura pour vocation d'être diffusée en France évidemment, mais aussi à moyen terme à l'étranger, est quelque chose de porteur et qui peut intéresser les Français. Les Français en termes d'individus, mais aussi institutionnels. Nous ouvrons le capital à l'ensemble de ces personnes. Donc ça c'est déjà, on va dire, la fibre nationale qui nous pousse à être confiants sur ces projections. Par ailleurs, ce sont aussi des retours que nous avons eus de la part des gens qui ont étudié notre dossier, qui ont regardé notre site internet et qui se sont inscrits dans cette dynamique et qui souhaitent vraiment participer. Alors voilà, il y aura beaucoup de profils différents, des gens qui pourront mettre quelques milliers d'euros ou quelques centaines d'euros, mais c'est aussi le principe de la mise sur le marché. Par ailleurs, on remarque aussi qu'au niveau des marchés financiers, sur les marchés secondaires type Alternext ou de ce type-là, il y a un vrai intérêt actuellement, et même depuis 2005 et même actuellement, pour pousser des entreprises de cette taille-là. 16 millions d'euros, c'est un budget important, qui n'est pas non plus... non, là, c'est pas le budget, c'est ce que vous voulez lever pour la construction du capital. Tout à fait. Autant pour moi. C'est une somme importante, mais qui reste cependant très pertinente en ce qui concerne les différentes ouvertures que l'on peut voir en termes d'investisseurs. Si d'aventure le CSA accordait l'autorisation que vous souhaitez, quelle garantie avons-nous sur la pérennité de l'actionnariat ? Alors, en ce qui concerne donc la pérennité de l'actionnariat, effectivement, comme ce sont sur les marchés financiers, on a tout un ensemble d'allers-retours en ce qui concerne les investisseurs. Nous avons, mais l'investissement en bourse se fait aussi sur une stratégie, sur une vision à court, moyen et long terme. Et c'est vraiment cet état d'esprit aussi de Cocagne, excellence française. Nous allons tous ensemble aller vers les Français pour leur faire découvrir leur pays dans toutes ces dimensions et aussi montrer à l'international ce que la France est capable de faire. C'est vraiment cet état d'esprit qui nous pousse à vraiment croire en ce projet, à montrer qu'il est pertinent et justement à tenir la ligne sur le court, moyen et long terme. Il faudra donc que la bourse soit aussi excellente. Je vais compléter ce que dit Alexandre parce que c'est vrai qu'on a choisi un modèle de financement qui est à l'inverse de ce que proposent les autres candidats. Et pour cause, vous l'avez constaté, on n'est pas un grand groupe. On en est loin. On est une petite PME de jeunes qui essayent de se défoncer pour faire leur métier dans l'audiovisuel.
Et on a cette envie, je dirais, de porter un projet qui nous intéresse, où on se dit, on peut certainement faire quelque chose pour réunir beaucoup de monde autour de nous. Et on a fixé un cadre pour ça, c'est-à-dire que, vous l'avez vu dans notre dossier, les fondateurs seront extrêmement dilués dans le capital, et ça n'est pas pour rien, c'est pour permettre à tous les citoyens de pouvoir aussi prendre des participations dans la chaîne. Et ça nous semble un point extrêmement important, c'est je pense que, enfin je n'ai pas assisté encore à toutes les auditions, mais il m'a semblé que nous étions le seul projet à permettre aux citoyens de pouvoir s'investir directement dans l'attribution des fréquences TNT. Et ça nous semble majeur, et c'est dû aussi à notre thématique qui le permet. Et j'indique aussi que nous allons faire en sorte qu'aucun des actionnaires ne dépasse 10% du capital. Enfin, et si je peux me permettre pour compléter, depuis le dépôt des dossiers, donc le 10 janvier, la France a malheureusement perdu son AAA. Donc les prêts bancaires peuvent être aussi remis en question. Donc ce mode de financement permet aussi de gagner en autonomie, ce qui est aussi important aujourd'hui quand on veut développer une entreprise. Quand vous dites qu'aucun actionnaire n'aurait plus de 10%, ça s'applique également à vous? Tout à fait, Monsieur le Président, nous n'aurons que 5%. Parce que nous... C'est à noter. Voilà. Oui, c'est assez remarquable. Madame Françoise Laborde. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais justement revenir sur cette structure capitalistique particulière. Vous dites que vous allez ouvrir votre capital à certains partenaires. Est-ce que vous pouvez d'ores et déjà nous dire lesquels? La deuxième question sur le capital, vous dites que chaque investisseur qui investit 100 obtient une valeur de 100 ainsi que la part correspondante de la fréquence TNT HD. Je ne vois pas bien comment ce système fonctionne. Est-ce que ça veut dire que vous allez sous-traiter une partie de l'antenne? Est-ce que vous allez distribuer en fonction des investisseurs des tranches horaires à l'intérieur de votre chaîne si vous étiez retenu par le CSA? Je ne comprends pas bien le système, pardon. Alors, pour la première question, alors c'est très simple, nous avons aussi un calendrier de mise en place dans le cadre où justement nous aurions accès à cette fréquence, un calendrier de mise en place et d'introduction en bourse avec effectivement, nous sommes une SARL aujourd'hui, un passage en SA, et puis ensuite l'ouverture de la société. Donc ça c'est quelque chose qui se fait, des délais différents en fonction de la grandeur de la société. Nous ne sommes pas aujourd'hui une grande entreprise, donc ça va relativement vite et c'est facile à faire. Mais vous connaissez, d'ores et déjà vos partenaires au futur? Alors, le principe de l'ouverture en bourse ne nous permet pas de dire, voilà, tel ou tel partenaire va s'engager. C'est ce que vous écrivez dans votre dossier, c'est pour ça que je vous pose la question. Alors, nous avons des partenaires qui nous ont fait, des entreprises, des particuliers qui nous font confiance, donc qui peuvent s'engager, mais nous ne pouvons pas dire aujourd'hui tel quel, voilà, telle ou telle personne va investir tant de millions d'euros dans le projet. Mais vous ne pouvez pas nous donner des noms pour qu'on ait une idée de qui il s'agit? Pour l'instant, ça reste... Et donc le citoyen qui investit 100 et qui reçoit 100, comment ça marche? Non, je vais te laisser. C'est en termes de valorisation, c'est-à-dire que comme vous l'avez compris, nous on dilue énormément notre capital, c'est-à-dire qu'on ne représente que 5% du capital. On a essayé de faire une évaluation de notre société qui fait qu'effectivement, quand la personne reçoit 100, quand la personne nous donne 100, elle reçoit effectivement une valeur de 100 à laquelle vient s'ajouter la possibilité de diffuser au niveau national en HD. Ça veut dire que vous sous-traitez donc une partie de votre antenne. Mais si elle peut diffuser au niveau national en HD, c'est ça que je ne comprends pas. Mais comme toutes les autres chaînes, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'une personne est dans le capital qu'elle a des portions d'antenne. La société Cocagne possédera une capacité d'antenne 24 heures sur 24 qu'elle va conserver, et les investisseurs sont invités à investir directement dans Cocagne, pas sur une portion de fréquence. Mais le résultat de ce capitalistiquement parlant, ça veut dire que la valeur de l'entreprise repose à la fois sur ce capital qu'ils nous ont donné, sur la valeur intrinsèque de Mediaplace Partners et des projets développés, mais aussi sur cette autorisation que nous avons au niveau national en HD. Et ça, on pense qu'effectivement, un certain nombre des candidats qui ont répondu ici, finalement, seront certainement très contents de venir nous voir
pour nous dire « Ah bah effectivement, j'ai loupé le tirage, je vais essayer de me rattraper au grattage et j'aimerais bien travailler avec vous et voir comment on pourrait s'entendre. » Voilà, pour aussi... et bien sûr, ils seront invités aussi à proposer des idées. Comme vous l'avez compris, notre grille est aussi constituée sous forme de canevas. Il y a des principes auxquels on ne dérogera pas, des exigences de qualité aussi. Mais toutes les idées sont bonnes à prendre. D'accord, mais vous faites une forme de réserve foncière, alors, si je comprends bien, que vous pourriez sous-traiter après. Bon, pardon. Je voudrais revenir à un autre dossier. Oui, je vous en prie, peut-être que vous allez. Ce que je voulais dire, c'est qu'une chaîne de télévision est une entreprise comme une autre, que nous oui, mais allons pas les antennes. Alors, tout pas à les fait. fréquences. Je veux dire, si on vous accorde une fréquence, vous n'êtes pas propriétaire. Tout à fait. Voilà, c'est Tout vous à fait. à tutu personné, et quels que soient vos actionnaires, vous ne pouvez pas dire, ah bah monsieur un tel qui vend, je sais pas quoi, des couteaux non pas suisses mais français, il a droit à tant de % de notre antenne. On est bien d'accord. Nous sommes d'accord. Nous basons aussi sur le fait que nous allons réaliser du chiffre d'affaires, faire du bénéfice et distribuer aussi cela aux investisseurs. Donc là, nous rentrons dans un fonctionnement classique d'une société. Voilà, c'est dans ce cadre-là que je souhaitais préciser. Alors j'ai une autre question à vous poser qui ne vous surprendra pas. Vous êtes aussi à l'origine d'un projet qui s'appelle Edonis et qui n'a pas pu être conventionné par le CSA parce que vous n'avez pas respecté, ou vous ne pouviez pas respecter les obligations françaises qui, en matière de publicité clandestine et de promotion du vin. Comment allez-vous arriver avec Cocagne à réaliser au fond ce que vous n'avez pas pu faire avec Edonis et éviter ces écueils? Je pense notamment à des programmes comme Fabriquer en France, Savoir-faire, qui peuvent présenter des produits et des marques et donc tomber sous le coup de la publicité clandestine. Je ne vous pose pas la question sur la gastronomie puisque j'imagine que vous avez maintenant intégré le fait que la promotion du vin et de l'alcool était interdite. Merci. Alors effectivement, le point sur la publicité clandestine qui nous était reproché sur le dossier Edonis, c'était essentiellement le rapport à la loi E20, c'est-à-dire l'interdiction de montrer de l'alcool. Et vous verrez que l'alcool... Et d'autres sujets comme le tourisme ou des choses comme ça. C'est pas simplement la loi E20, c'est la publicité clandestine au sens large. Dès qu'on présente des produits, des marques, etc. etc. Tout à fait. C'est la publicité clandestine au sens large, dès qu'on présente des produits, des marques, etc. C'est pas simplement la loi E20. Tout à fait. Alors, tout d'abord, effectivement, il y a un comité d'éthique qui va être mis en place, qui permet effectivement d'éviter les dérives. La deuxième sécurité que nous avons voulu apporter, c'est le fait de séparer la régie publicitaire des antennes éditoriales. C'est-à-dire que ce que nous privilégierons, c'est la sous-traitance de la régie publicitaire et une charte déontologique de publicité qui devra être appliquée. C'est-à-dire que on est bien conscient, si vous voulez, de cette limite, de cette frontière à ne pas franchir. C'est notamment la raison pour laquelle vous ne trouvez pas de téléachat. Et je peux vous assurer... Il y en a pourtant. Normalement, non. Pour ne rien vous cacher, on pensait en faire au départ. Vous aviez une ligne de recettes de téléachat dans vos comptes? Elle est nulle. Dans vos comptes prévisionnels, vous avez une ligne de recettes de téléachat? Elle est nulle. Normalement, elle est nulle. Oui, c'est notre business. C'est parce qu'effectivement, on prévoyait de faire du téléachat. Je vous le confirme, avant de présenter le dossier, on se disait que c'était quand même dommage de ne pas commercialiser des produits français sur notre antenne. C'est-à-dire qu'on aurait pu commercialiser des Opinel, des savons de Marseille, ce que vous voulez. Et on trouvait qu'on était un vecteur assez exceptionnel pour commercialiser ce type de produit. Mais par contre, on pense qu'on franchissait la frontière. C'est-à-dire qu'il y avait de vrais risques. Donc on a tout simplement supprimé la ligne téléachat. Je vous remercie. Monsieur Nicolas Abou. Madame, messieurs, c'est une belle idée d'avoir une chaîne qui vise l'excellence française et qui se veut défendre la diversité sans oublier les minorités. Je vous cite les minorités, qu'elles soient visibles, handicapées physiques, invalides, obèses ou non, handicapés mentaux, malades du sida. Mais alors, si l'excellence est un degré éminent de qualité, pourquoi aucun engagement en matière d'accessibilité ou tout juste un petit effort en deuxième année sur le sous-titrage dans le troisième quadrimestre? Est-ce que c'est une façon pour vous de toucher à l'excellence et d'assurer effectivement l'accessibilité de tous et en particulier des personnes handicapées à votre chaîne? Vous avez raison, tout à fait. On est conscient qu'on a un souci en termes de sous-titrage et d'audio-description. C'est-à-dire qu'on aurait voulu effectivement proposer quelque chose, mais compte tenu de l'économie serrée, il est nécessaire d'installer la chaîne
avant de pouvoir prendre ce type d'engagement. Et on compte s'appuyer aussi sur une chose supplémentaire pour pouvoir le développer plus facilement, c'est le fait d'exporter les programmes et éventuellement de lancer un canal international de la chaîne. Ce qui suppose aussi une adaptation des émissions, dans lequel un travail d'adaptation est beaucoup moins coûteux. Donc effectivement, je vous confirme qu'on aurait aimé aller beaucoup plus loin, mais on est dans une économie serrée, et on préfère installer la chaîne pour ensuite faire bien le travail lié au sous-titrage et à l'audiodescription. Oui, je réagis simplement en indiquant que vous connaissez les obligations, enfin que le CSA pose, c'est au moins en matière de sous-titrage 40%, même s'il y a une montée en puissance, mais une montée en puissance impose qu'on commence, et qu'on commence dès le début. C'est le respect même, au nom de l'excellence, c'est le respect même d'un service qui est dû à tous. Et à partir du moment où il est dû à tous, il est dû aussi à ceux qui présentent une déficience non compensée. Tout à fait. C'est un point sur lequel je peux vous assurer qu'on travaillera, et on travaillera bien. C'est l'audiodescription, si vous voulez. J'ai été amené dans mon travail de consultant à en parler à mes clients avant même que ce soit promulgué par le CSA. J'ai emmené des clients en Suisse, leur montrer comment fonctionnait l'audiodescription avant qu'ils en entendent parler par le CSA. Donc croyez bien que j'ai toujours eu à cœur, je dirais, d'offrir aux chaînes de télévision cette nécessité d'accessibilité. J'ai veillé à ce qu'il soit dans la loi de 2005, donc je souhaite effectivement qu'elle trouve immédiatement une application dès le lancement d'une chaîne. Madame Francine Mariani-Ducret. Merci, Monsieur le Président. Madame, Messieurs, quelques questions sur votre programmation et votre politique de production. J'imagine que vous en avez une, parce que vous annoncez des coûts de grille à l'année 2015 environ assez élevés, effectivement. Vous nous parlez des thématiques que vous souhaitez aborder. En revanche, je ne crois pas avoir trouvé dans le dossier la structure des programmes par genre, le volume par catégorie de programmes que vous envisagez. Vous êtes également relativement silencieux sur les taux d'engagement en matière de production que vous prenez. Or, vous savez qu'à partir du moment où vous diffusez des œuvres audiovisuelles dans une proportion d'un cinquième de la grille, vous avez des obligations. Tous ces éléments, j'imagine que vous les avez considérés. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur vos projets ? Sur les engagements, effectivement, en matière de production audiovisuelle, on a décidé d'être très simple. C'est de tout produire en HD, donc on a 100% de contenus qui sont HD dès le départ de l'antenne. Alors effectivement, ça se fait au détriment d'autres choses comme le sous-titrage, on en est conscient. C'est aussi ce qui nous permet d'avoir des leviers d'action, si on devait effectivement intégrer beaucoup plus rapidement le sous-titrage. On a décidé aussi d'essayer de sous-traiter la majeure partie de nos émissions à des producteurs indépendants. C'est-à-dire que sur les œuvres audiovisuelles, qui représentent effectivement un peu plus de 20% de notre grille, on fera en sorte de travailler avec des producteurs indépendants pour remplir nos obligations. Sur la production indépendante, mon collègue jette un œil, je complète la réponse. C'est sur les œuvres européennes et les œuvres françaises, qui sont en termes de quotas, on sera bien entendu à 100%. C'est-à-dire que l'engagement qui est pris est très fort, et au moins on pourra tout de suite voir si on est passé à côté ou pas. Clairement, ça suppose qu'on ne puisse pas diffuser un certain nombre de programmes qu'on aurait certainement voulu diffuser, mais on s'est dit que comme ça, au moins, ça fixait une règle claire. Et en termes de production... 30% du coût de grille. En année 5. Excusez-moi. En année 5, on est à 30% du chiffre d'affaires sur l'achat de programmes. Est-ce que je peux vous poser une autre question ? Quelle est la structure de l'équipe qui fait la chaîne que vous envisagez ? Alors c'est une structure à mettre en place, c'est-à-dire que, fin de première année, on devrait être à 50 personnes, ce sont nos prévisions. 50 personnes en fin de première année, tout à fait. Et 70 en année 5, en fin d'année 5.
Parce que c'est un métier d'éditeur de chaîne, c'est-à-dire que si la chaîne est bien conçue dès le départ, normalement ça devrait s'installer. Et c'est surtout, effectivement, on préfère privilégier la production extérieure et notamment indépendante. Par contre, on essaye d'inventer des nouveaux métiers en termes d'organisation. Karine, est-ce que tu peux nous dire un mot sur la conception audiovisuelle ? Je me permets de reprendre la main. Dans ce projet, ce qui m'incombe, on va dire, c'est la partie artistique, production. Je connais très bien la région, je travaille pour le service public depuis une quinzaine d'années, donc les régions, je connais par cœur. Je pense que, notamment par rapport à France Télévisions et notamment par rapport à France 3, on a des zones de diffusion qui sont finalement assez restreintes. Je sais, pour y vivre en région, qu'il y a beaucoup de choses encore à faire et c'est pour ça que le projet, à titre moi personnel, m'intéresse. Et c'est vrai que ce qu'on souhaite faire dans Cocagne, c'est avoir quelque chose de transversal au niveau de notre fonctionnement. C'est-à-dire que si on a quelqu'un qui est dédié à la gastronomie, ce qui est mon cas, 10 ans d'émission de cuisine, donc je pense que je connais assez bien le domaine, ça me permet d'avoir une vision globale, autant pour la production que pour l'éditorial, que pour la diffusion. Voilà. Donc nous, on va essayer au sein de Cocagne d'avoir ce genre de profil. Voilà. Et la partie conception audiovisuelle, c'est qu'on est parti d'un constat actuel des chaînes de télévision, c'est que chaque poste était bien compartimenté. C'est-à-dire des personnes qui font le visionnage d'un côté, des personnes qui s'occupent des achats de l'autre, des personnes qui gèrent les contrats, des personnes qui font la programmation à long terme, des personnes qui font la programmation à 1 mois, des personnes qui font la programmation la veille. Et on s'est dit que tout ça, c'était un petit peu dommage parce qu'on perdait la nécessité de transversalité de l'éditorial d'une chaîne. C'est-à-dire que nous, ce que nous aimerions, c'est créer ce type de poste qui permet de faire vivre une thématique, de faire vivre une case de programme. C'est-à-dire qu'on peut retrouver des éléments de gastronomie dans un sujet sur un JT, on peut le retrouver dans un magazine, on peut en retrouver sur un documentaire. On a la nécessité de créer aussi un réseau d'intervenants, on a un réseau de connaissances pour récupérer des informations. Et ça ne peut pas passer par des postes différents. Et donc on s'est dit qu'il était nécessaire de faire évoluer le type d'organisation de notre chaîne, notamment en créant cette notion de concepteur audiovisuel. Ça se traduit par quelle masse salariale à la fin de la première année ? 50 personnes. Quelle masse salariale ? Ah oui. En fin de première année, on est aux alentours de 2 millions d'euros en masse salariale. Merci. Pardon, Monsieur le Président. Je vous en prie. Monsieur Patrice Gélinet. Ah pardon, alors je me suis trompé. Monsieur Alain Méhard. Pas trompé. Vous vous présentez comme une chaîne thématique, fortement thématisée, consacrée à l'excellence. Moi, je dis plutôt au savoir-faire français, ça serait plus simple et peut-être plus efficace et plus adapté. Or, il y a quand même quelques éléments, quelques embryons, quelques indices de chaînes un peu semi-généralistes, notamment le JT des régions quotidien. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce journal télévisé des régions ? Ça m'intéresse beaucoup. Nous le dessiner, nous le décrire. Alors tout d'abord, le JT c'est un tout en image, c'est-à-dire que dans un premier temps, on ne va pas de plateau, ce sera un tout en image. Et c'est là où les partenariats locaux sont importants. Oui. C'est qu'on se dit que dans l'économie d'une chaîne locale, les sujets finalement ne trouvaient pas de place ailleurs que sur les antennes de la télévision locale. Et on pouvait dégager de la programmation et des JT de ces chaînes locales d'un certain nombre de sujets qui pouvaient être intéressants pour nous. Donc les discussions qu'on est en train d'engager avec les chaînes locales, c'est de leur dire, nous ce qui nous intéresse, c'est que vous produisiez un certain nombre de contenus pour nous, bien sûr que nous paierons, bien entendu, dans des critères de qualité avec une charte que nous publions, et vous aurez aussi la possibilité de l'utiliser sur vos antennes. Donc c'est des revenus directement pour les télévisions locales, et pour nous, on a un contenu intelligent et un réseau qui se crée d'un point de vue régional. Finalement, c'est un petit peu... On essaye de faire avec les télévisions locales ce que fait France 3, c'est-à-dire de regrouper... C'est là où je voulais en venir. Tout à fait. Et donc on se dit, les télévisions locales qui ont une économie difficile, je pense que c'est extrêmement important de travailler avec eux et on pense que c'est une piste pour développer leur économie. Bien, deuxièmement, au risque d'apparaître un peu rabat-joie,
je vous prie d'accepter mes excuses si vous avez ce sentiment, mais la montée en puissance, le déploiement des 2 multiplex, parce que vous allez appartenir à un multiplex si d'aventure vous étiez choisi. C'est-à-dire que vous ne faites pas ce que vous voulez. Vous faites ce qui est décidé par le multiplex R7 ou R8. Et le texte de l'appel à candidature dit qu'on ne se déploie pas comme cela, à géométrie variable, à sa convenance. On se développe en 2 ans, en 14 phases, et on atteint 1626 sites. Or, tout votre modèle économique est fondé sur un déploiement à la carte en 5 ans. Donc il faut gonfler un petit peu le poste coût de diffusion dès l'année N+3. Elle sera plus proche de 12 millions que de 5,7. C'était ça la mauvaise nouvelle. On est entièrement d'accord avec vous que ça ne nous avait pas échappé. Alors, mais pourtant, ce n'est pas ce qui est dans le dossier. Oui, tout à fait. Vous préconisez une montée plus progressive, plus longue. Tout à fait. Non, mais c'est... on prévoit une montée plus longue qu'il faudra... C'est pas possible. C'est ça que je vous dis, ça n'est pas possible. Tout à fait, mais on s'adaptera. C'est pour ça que dans notre dossier, les 16 millions, vous voyez, il n'y a pas de... 16 millions, c'est du capital. Hein. On a aussi d'autres capacités d'investissement dues à ces 16 millions d'euros. C'est-à-dire qu'on sera capable de combler et de suivre les autres candidats. Par ailleurs, ce que l'on a constaté quand on a discuté avec les différents opérateurs, etc., c'est que les solutions techniques, elles n'étaient pas forcément adaptées à notre époque. Donc nous, on mettra aussi un regard particulier à faire en sorte de concevoir une montée en puissance et surtout des voies de contribution qui sont plus cohérentes avec le modèle économique de la TNT HD. C'est-à-dire qu'on ne sera pas le seul candidat à dire 12 millions d'euros, ça plombe quand même les chiffres. Ce chiffre-là, il faut le voir à la baisse. Alors effectivement, on a été optimiste, c'est-à-dire que 5,7 millions, c'est franchement la fourchette basse. Mais entre 5,7 millions et 12 millions, on pense qu'il y a un chiffre à trouver. Bonne chance. Troisièmement, dans votre modèle économique, il y a, si j'ose dire, un avant l'entrée en bourse et un après l'entrée en bourse. Et dès qu'on entre en bourse, c'est le miracle. En 2015, en valeur boursière, on vaut 200 millions d'euros. 200 millions d'euros. Ça ne se trouve pas n'importe où. Moi, je suis ravi de vous trouver aussi optimiste. J'aimerais bien partager cet optimisme. La France en manque sans doute, mais 200 millions d'euros de valorisation boursière, ça me semble un peu beaucoup quand même. Vous avez raison, on a fait un choix optimiste, c'est de croire à la France. C'est ce que représente notre dossier, mais aussi le fait que si on croit à la France, Cocagne, c'est idéal. C'est le pays de Cocagne. À défaut d'être le mat de Cocagne. Le mat de Cocagne, oui, tout à fait, ce que j'allais vous indiquer. L'antenne de Cocagne. Merci. Monsieur Rachid Arabe. Merci. Je voudrais revenir sur deux thèmes qui ont été évoqués, mais rapidement. Quand Nicolas Abou a évoqué les questions de diversité, je m'étais déjà fait la remarque en lisant votre dossier, et vous dites cet engagement à propos de diversité est absolument incontestable. Je vous avoue qu'après 5 ans d'expérience au CSA, je ne me contente pas de l'incontestable comme engagement. Que pouvez-vous me dire de plus ? On va dire que ça paraît tellement évident d'être au niveau de la diversité. C'est aussi une question, en ce qui me concerne, de génération. Encore une fois, les émissions que j'ai proposées, c'était vraiment d'être dans la pluralité, dans la diversité. Donc pour nous, c'est quelque chose d'évident. Alors, je ne mets pas ça en doute du tout, mais simplement, nous sommes dans un système où nous demandons aux chaînes de prendre des engagements, parce que l'engagement verbal ne me suffit pas. Alors nous prenons l'engagement d'être un maximum dans la diversité. Si vous voulez, ça m'est facile de le dire, en sachant que je travaille pour des chaînes qui me demandent des choses très précises, alors que là, nous allons avoir une vraie liberté d'action. Non, mais encore une fois, je ne mets pas en doute votre bonne foi. J'ai remarqué notamment dans le dossier que vous aviez vécu, je crois, M. Dumont, dans des quartiers dits sensibles. Donc je sais bien que vous êtes sensible à ces questions-là. Mais je voulais simplement attirer votre attention sur le fait que ça n'est pas simplement déclaratif, mais ce sont des engagements et ils vous engagent de façon précise. Une autre question, si je peux, M. le Président, oui, je vous en prie. Concernant le partenariat avec les chaînes locales que vous avez évoqué, là aussi, au détour d'une interrogation de mes collègues, les échanges dont vous parlez fonctionneraient sur les documentaires ou sur les productions quotidiennes ?
Les deux, mon capitaine. C'est-à-dire que justement, le fait de mettre en place un réseau... Je n'ai pas de grade. Monsieur le conseiller. C'est mieux. Le fait, effectivement, de développer un réseau pour avoir des sujets de qualité nous amène tout naturellement vers le magazine d'actualité, ça nous amène tout naturellement vers le documentaire. Alors, documentaire, on aurait plutôt tendance à travailler avec des producteurs, pour tout vous dire. Pas forcément avec les télévisions locales. C'est moins leur domaine. C'est-à-dire qu'on pense qu'ils peuvent exceller en termes d'actualité, probablement moins en termes de documentaire. Voilà. Mais juste attirer votre attention sur une difficulté, je suis aussi là pour essayer de jouer mon rôle de conseil et non pas de capitaine. Concernant la production des sujets quotidiens, que ce soit sur les chaînes locales ou sur les chaînes régionales de France 3, ensuite, si on veut les utiliser au quotidien, ça nécessite une infrastructure technique d'échange des sujets qui est extrêmement lourde. Tout à fait. Alors, j'ai eu la chance de travailler sur ce type de dossier pour d'autres chaînes, dans d'autres groupes, de voir aussi comment ça se passait chez France Télévisions. Et on est maintenant, je dirais, en capacité, grâce aux moyens dématérialisés. Alors ça, je ne sais pas si vous l'avez vu au travers de notre dossier, mais on a beaucoup tablé sur la technique. C'est-à-dire que nous, par exemple, le support cassette, d'un point de vue de développement durable, on trouve que ce n'est pas l'idéal. D'un point de vue réactivité, ce n'est pas l'idéal. Et pour favoriser les échanges, il faut absolument passer par du dématérialisé. Donc ça sera au cœur de notre système. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander aux chaînes locales d'investir plus que ce qu'on leur donne. On va au contraire leur demander d'utiliser nos infrastructures. J'en termine là-dessus, mais le dématérialisé nécessite aussi de la diffusion à un moment. Pour échanger des images, il y a un moment où il faut un tuyau qu'on paye. Tout à fait. Merci. Monsieur Emmanuel Gabla. Oui, merci, Monsieur le Président. C'est une audition très intéressante. Nous apprend beaucoup de choses. D'abord, grâce à votre expérience en termes de sous-titrage avant celle du Conseil, au développement de nouveaux concepts de conception audiovisuelle, d'une sous-location de fréquences, j'ai aussi noté. Je ne sais pas trop ce que vous en venez par là. Peut-être que vous voulez louer des fréquences que le Conseil vous aurait données. Et puis surtout, vous avez beaucoup insisté sur vos compétences techniques et votre connaissance technique et le fait que votre dossier, justement, repose sur de grandes innovations en ce domaine-là. Mais moi, à la lecture du dossier, j'étais un petit peu sur ma faim, notamment sur ce qui est disponible en termes d'interactivité. Vous avez dit que vous voulez faire une chaîne de votre temps, une chaîne qui puisse être regardée par l'ensemble des utilisateurs. Ça se consomme de plus en plus de manière linéarisée. J'ai pas trop vu dans le dossier parler de télévision de rattrapage. Qu'en est-il? Vous voulez en faire? Alors c'est clairement l'interactivité, ça va être un petit peu notre partie pilote. C'est-à-dire que nous, on ne croit pas au modèle économique, en l'occurrence, qui va se dégager derrière. C'est-à-dire que c'est surtout de l'investissement, beaucoup de coûts, et pas forcément les revenus qui vont derrière. Par contre, notamment en termes d'activité, on va mettre à contribution le HBB TV parce qu'on pense que ça peut fournir de nouveaux services à nos abonnés. Il y a un programme qui est particulièrement intéressant pour ça. Ça c'était déjà précisé dans le dossier de candidature, donc un peu au-delà de ça, qu'est-ce que vous comptez faire? Et c'est un peu le problème que j'ai depuis le début de cette audition, c'est-à-dire que sur beaucoup de points, vous nous dites, oui, dans notre dossier il y a ça, mais en fait on va un peu plus loin. J'étais aussi impressionné par les chiffres du plan d'affaires, particulièrement, et je ne sais pas si je dois encore m'appuyer dessus pour pouvoir juger du dossier. Est-ce que les 29 millions d'euros du coût de grille sont encore ceux dont il faut parler? Est-ce que le coût de diffusion de 5.7, je crois qu'on a dit tout à l'heure que ce n'était pas le cas, alors que dois-je croire maintenant? Alors c'est... Vous l'avez compris, on n'est pas un grand groupe, donc effectivement, c'est difficile pour nous de signer avec notre sang le fait qu'on va dépenser tant si on n'a pas l'argent au bout. On est conscient du risque. On pense pouvoir le relever. On a fait un dossier où on se dit, voilà, c'est un dossier crédible. On a aussi nos marges de manœuvre. Alors ça, Alexandre pourra nous en dire quelque chose tout à l'heure. On a été, par exemple, très optimiste parce que ça suivait la ligne de nos calculs en termes de revenus à 5 ans. Mais le premier objectif, c'est pas de savoir combien on va faire à 5 ans, c'est de pérenniser la chaîne le plus vite possible. Voilà, c'est ça qui permet de générer l'investissement, de pouvoir effectivement développer l'interactivité, de pouvoir développer le sous-titrage. Et en termes d'interactivité, puisque c'était votre question à l'origine, on a un programme typique, c'est le programme Votre Soirée, qui est un programme de service, où on donne finalement la programmation des autres chaînes. Alors c'est un programme assez curieux, on fait la publicité des autres chaînes. Et on se dit que c'est un magnifique programme pour l'interactivité, à 1 heure de grande écoute. On peut présenter de la météo, des services complémentaires, de zapper sur les autres chaînes. Et on s'est dit que c'était pertinent. Dernière question par Monsieur Patrice Gélinet.
J'ai un petit regret parce que, effectivement, tout à l'heure, vous avez répondu à une question de Madame Laborde sur la publicité clandestine. Votre ambition de promouvoir l'excellence est tout à fait louable, seulement elle se heurte évidemment à quelques difficultés. Je rappelle d'ailleurs qu'en présentant votre programme au début, vous avez mentionné 3 marques. Alors, quand on vous a demandé comment vous comptiez concilier votre projet et ses émissions avec le respect des règles en matière de publicité clandestine, vous avez évoqué l'existence à venir d'un comité d'éthique. Est-ce que vous pouvez nous préciser quelle en est la composition? Et une dernière petite précision aussi, vous indiquez ne pas vouloir diffuser d'œuvres cinématographiques. Or, il y a plusieurs cases dans le projet de grille que vous nous présentez qui sont consacrées au cinéma. Les cas cinéma, c'est essentiellement des programmes de service. Ce ne sont pas des œuvres, ce sont plutôt des magazines. Voilà, pour présenter justement ce qui a trait au cinéma. Alors, je voulais aussi ajouter quelque chose sur la question précédente. Ça nous a pas... Non, mais je voudrais que vous répondiez à la question de M. Gély. Oui, tout à fait, mais c'est dans le cadre de cette réponse aussi. En ce qui concerne l'environnement économique, il nous a pas... vous aurez remarqué que dans notre business plan, nous avons fait un stress test. Vous voulez parler du plan d'affaires, peut-être? Le plan d'affaires, tout à fait. Nous avons réalisé un stress test qui permet, en cas de revenus moins importants que prévu, de pouvoir regarder si notre chaîne est viable. Ce qui est le cas. Pour en revenir donc à votre question, excusez-moi de cet écart, donc nous souhaitons effectivement mettre en place un comité de visionnage en ce qui concerne les programmes. Alors, comment il sera constitué? C'est assez simple. Il sera constitué de membres de la chaîne, de producteurs indépendants et de personnes extérieures. On fera aussi appel à ceux qui au niveau participatif, à ceux qui ont, à nos téléspectateurs, s'ils le souhaitent, de participer à ce comité. Et l'objectif sera évidemment de voir si dans les programmes qui sont mis en avant, nous n'avons pas de publicité clandestine, les marques n'apparaissent pas de manière contraire aux règles du CSA. Voilà. Et c'est vraiment un comité de visionnage pour aussi valider le fait que le cahier des charges demandé par Cocagne soit suivi au niveau des productions. Cette audition est terminée, mesdames et messieurs. Elle est terminée, elle achève le cycle d'audition de cette matinée et les auditions publiques reprennent tout à l'heure à 15h30.